J'avais dit tout à l'heure que, au tout début, quand j'ai fallu que je choisisse ce que je ferais en anthropologie, que jamais je ferais de l'ethnologie. Parce que je voulais pas haïr, avoir à choisir, que je pouvais avoir haïr ou aimer les gens, etc. J'avais une notion très mythologique de ce que pouvait être l'ethnologie. Et pourtant, depuis 8 ans, on va dire, je fais partie d'une équipe, dont tu fais partie aussi, qui s'appelle Études des spiritualités amérindiennes et inuites, qui est une équipe qui comprend plein de gens, qui est dirigée merveilleusement par Robert Crépeau. Il y a Frédéric Laugrand, il y a Marie-Pierre Bousquet, il y a Sylvie Poirier, il y a Jean-Guy Goulet, il y a moi, et on espère que vont se joindre, on va avoir encore des sous bientôt et beaucoup de sous pour continuer cette merveilleuse aventure et se joindre à nous Ingrid, Enrique, puis bien, qui d'autre, en fait, c'est vraiment... Alors donc, dans ce projet, au départ, ça m'intéressait beaucoup et j'avais dit à Robert, ben moi, je serai votre mémoire, parce que je voulais pas renier mes antécédents d'archéologue et surtout respecter mon désir le plus cher de ne pas faire l'anthropologie. Et pourtant, je fais un petit peu d'ethnologie. Enfin, pas de terrain quand même. J'ai pas. Alors, je fais un peu d'ethnologie, mais d'ethnologie avec les textes, avec les... Et mon intérêt est avant tout d'essayer de voir justement comment se sont transformées ces pratiques, ces pratiques culturelles qui vont, avec le contact et la colonisation, prendre un tout autre aspect, qui vont garder certains, évidemment, un fond qui ne peut pas être renié, mais qui, évidemment, vont prendre une nouvelle vie. Et à chaque génération, reprennent une nouvelle vie, se retransforment, parce que les Espagnols deviennent plus Mexicains, les Mexicains plus Espagnols, et qu'on a des nouvelles sociétés qui vont faire avec les innovations, c'est ce qui s'appelle le changement culturel, mais enfin là, on avait au départ quelque chose d'un peu différent, puisqu'on avait eu un contact assez violent entre deux sociétés, et sans vouloir dire faire de la grande politique, l'anéantissement, ou en tout cas le désir d'anéantissement de ces sociétés amérindiennes pour imposer la loi, mais ça ne marche jamais comme ça. Et ça n'a pas marché comme ça. Et la culture, je dirais, elle se refait tout le temps, mais il est évident que le fond indien reste et à chaque génération est ranimé pour des raisons qui sont différentes. Bon, alors, armée, fait ça, j'ai appris ça surtout depuis 8 ans, parce que mais ça devient quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Ça ne m'empêchera pas de faire encore de l'archéologie, mais ça m'intéresse et je pense que c'est en continuité, par exemple, avec mes études sur les pratiques sacrificielles, etc. Alors la même chose avec d'autres conceptions qui ont à faire avec la religion, qui ont à faire avec le chamanisme. J'avais fait un article, là, c'était avant que je ne devienne comment je dirais, épi-ethnologue. J'avais fait un article sur le chamanisme en Mésoamérique et évidemment c'était pour recherche amérindienne, je pense, puis c'était vraiment la partie plus préhispanique et plutôt la partie même aztèque.
Et ça m'avait intéressé parce que j'avais quand même lu autour de ces pratiques chamaniques et évidemment, ce qu'on lit, c'est généralement à partir de textes qui sont plus récents. Et j'avais essayé de comprendre comment on pouvait comparer le Mexique. C'est peut-être pas dans l'article, mais pour moi, ça m'est apparu à ce moment-là. C'est-à-dire que chez les Aztèques, ce qui serait l'équivalent du chaman, qu'on appelle le Nahuali, ce serait un bon sorcier, si tu veux. Il y avait un bon sorcier, puis chez Sagoun, il y a toujours un bon sorcier et un mauvais sorcier. Lui, ce serait un bon sorcier qui était donc, faisait partie des... une fonction qui était associée presque à la prêtrise, mais un petit peu en retrait. Parce qu'il est évident que dans la structure hiérarchique, le prêtre, lui, était celui qui était en relation avec les dieux, parce que dans la société aztèque, on avait des dieux et on avait des spécialistes des rapports entre l'au-delà et pas l'au-delà, parce qu'il y en avait en dessous autant qu'en dessus, mais en tout cas, c'est pas grave. Il était avec les êtres spirituels et les dieux. Et donc, le chaman, lui, avait été déplacé à une position d'être plutôt celui qui était en rapport avec plus les esprits, avec autre chose que la hiérarchie elle-même qui était imposée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, et d'autre part, la position des femmes dans cette société aztèque, elle n'avait évidemment pas, dans la prêtrise, elle pouvait avoir des rôles dans la prêtrise, mais son rôle, le rôle où elle était la plus puissante, avait à faire avec les soins, avec la sage-femme, qui est presque une forme de médecin, et dans lequel elle avait un pouvoir assez important. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve des pratiques chamaniques. On les appelle pas. Je trouve que le terme chaman ne devrait pas être utilisé. C'est des pratiques de curandero, de soigneurs, qui, pour soigner des maladies, que ce soit des maladies d'esprit ou que ce soit des maladies du corps, qu'en soit la cause, vont, dans certains moments, avoir accès aux esprits, aux ancêtres, etc., où on va avoir des pratiques de nettoyage de corps, etc., mais c'est dans le domaine de la santé, c'est pas dans le domaine du religieux. Bon, évidemment, la distance entre les deux est mince, mais... Alors, donc, ça, c'était déjà quelque chose qui... et les femmes, dans ce contexte-là aussi, vont aujourd'hui... leur place est importante dans les villages. Elles peuvent être des curanderas aussi. En fait, Tonia, la femme de Claudio, mon assistant quand j'étais au Guerrero, à Tierra Caliente, c'est une personne que j'ai appris au bout d'un an qu'elle était curandera, toute jeune, etc. Donc le déplacement est généralement aujourd'hui, ces pratiques qui correspondent plus ou moins à ce qu'on appelle le chaman, sont dans les campagnes, dans les villages autochtones beaucoup plus présents que dans la ville, ça c'est évident, sauf qu'on revient du néo-chamanisme dans les villes. Ça, c'est un des trucs, mais ça, c'était avant. Ça, c'était pré-spiritualité autochtone. La première chose que j'ai faite dans ce contexte-là, c'est avec une étudiante qui avait travaillé avec Robert Crépeau et qui avait étudié pour son mémoire de maîtrise la Semaine Sainte chez les Huichols. Huichols qui sont un groupe d'Indiens, d'Autochtones qui vit du côté ouest de la Mésoamérique, nord-ouest, là d'où viennent les Aztèques originellement, et leur langue d'ailleurs est une parenté avec le nahuatl, c'est une langue uto-aztèque.
et qui vivent dans ces régions et qui ont été colonisées relativement tard et qui ont toujours maintenu une certaine autonomie par rapport au reste de la Mésoamérique. C'était très tard qu'ils ont été convertis, ils ont réagi un peu et aussi à la limite de ce qu'on appelle la Mésoamérique, c'est-à-dire la limite entre le monde des barbares et des chasseurs et des cueilleurs et le monde des agriculteurs. Alors c'est dans cette région-là. Bon. Et elle est allée toute petite, à l'âge de 12 ans, avec sa maman, voir la Semaine Sainte dans ce village parce qu'ils avaient des amis, une infirmière qui était là, etc., etc. Et elle avait fait donc un examen de la semaine qui est évidemment un syncrétisme entre une religion catholique, évidemment, la Semaine Sainte, ça n'a rien à faire avec le préhispanique, et avec donc des notions de rituels de printemps, en fait, qui sont ceux des Huichols. Rituel qui implique autant un rituel agricole avec le maïs, etc., et qui implique également un rapport avec la chasse et avec le pèlerinage qui se fait à San Luis Potosí chaque année pour aller chercher le peyote. Donc cette plante hallucinogène qui est consommée tout au cours de l'année, dans des contextes rituels évidemment, et qui est consommée plus particulièrement pendant la Semaine Sainte. Alors, c'était fort intéressant. Elle a fait sa thèse, en fait, sur quelque chose de particulier qui avait à faire avec un Christ qui avait été transporté, sorti de la région et revenu. C'est pas là-dessus qu'on a travaillé. On a travaillé plutôt sur les changements qui s'étaient produits récemment dans la Semaine Sainte. Et deux changements en particulier. Le fait que le pèlerinage du peyote se faisait maintenant au printemps et que donc les peyoteros, qui avaient un rôle très important à jouer dans la fête, revenaient avec leur petit peyote tout frais pour la Semaine Sainte. Et donc leur rôle devenait encore plus important, il devenait encore plus dynamique dans la Semaine Sainte. Et d'autre part, la présence depuis une quinzaine d'années d'un groupe de néo-danseurs aztèques qui venaient donc et qui ont demandé à pouvoir performer dans la Semaine Sainte et auquel on a accordé la permission de performer le samedi de gloire. Quand le Christ, là, il ressuscite un peu plus tôt que normal, mais c'est pas grave. Il est ressuscité, puis on fait la fête. On fait la fête, puis là, ils sont à l'extérieur de la scène du village, un petit peu à l'extérieur, puis ils vont faire leurs trucs, faire leurs offrandes, et faire leur petite danse. Petite danse qui est... Et donc, dans cette analyse, ce qui apparaissait, c'est que le changement apporté par la présence des néo-danseurs était vraiment pas très important. C'est-à-dire que, bon, ce que ça faisait, c'est qu'on les acceptait avec grand plaisir parce qu'il fallait qu'ils payent pour les sacrifices et pour leur place dans la Semaine Sainte. Puis à part ça, c'était une petite fête et les gens trouvaient ça très drôle de les voir danser. Ça avait absolument, mais rien à faire avec le rituel de la Semaine Sainte. Comme on sait, ces danses, les danseurs sont habillés avec un habit soi-disant aztèque, des plumes, des machins, les petits grelots autour des jambes, puis là, ils font des belles danses qui, pour les sont aussi exotiques pour les Huichols qu'ils ne le sont pour les Occidentaux. Vraiment, je veux dire, ça n'a rien à faire avec eux. Puis ils trouvent ça très sympathique parce qu'ils aiment la fête, puis bon, pourquoi pas. Alors que la transformation
apporté par la présence des peyoteros qui revenaient et qui rapportaient le peyote frais, à ce moment-là, ça devenait beaucoup plus important dans la rencontre entre les peyoteros et les judíos, etc., dans la Semaine Sainte. Alors ça, c'était un élément qui montrait, encore une fois, comment s'ajustent ce groupe, cette société, a des changements qui sont introduits pour des raisons. Et je pense que les peyoteros, si je me souviens bien, c'est trop loin, c'est quand même quelque chose, un changement qui est introduit et qui a un rapport politique avec la région, tandis que la présence de l'autre, ça n'a pas de conséquences particulières. Ça, c'était donc un des premiers... J'ai trouvé ça très intéressant de faire ça, je veux dire, ça demandait une analyse qui ne me demandait pas. Mais je pense que ce serait intéressant, je ne le ferai pas moi-même, mais je suis certaine que quelqu'un retournerait aujourd'hui à une Semaine Sainte, qu'il y aura encore de changements qui se produisent, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de touristes qui y vont, il y a beaucoup plus de trucs qui se produisent, alors ça a sûrement un effet sur le déroulement de la Semaine Sainte. Est-ce que ça change vraiment? Je ne sais pas. Alors, quel autre, après ça, on a eu la grande qualité de Robert Crépeau, c'est qu'il nous fait travailler comme c'est pas possible, parce qu'on va à des colloques, on fait des petits colloques, on n'arrête pas, on est obligé d'avoir des grandes idées très rapidement. Alors, une autre que j'avais beaucoup, je pense que c'est celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est pour moi quelque chose qui relie encore plus l'archéologie, la représentation et le présent. Et c'est ce que j'ai présenté à Turku. Est-ce que tu étais à Turku? Sur trois éléments d'un événement. Donc, Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque. Ixcateopan, qui est un petit village du Guerrero, pas très loin de Taxco, pas très loin d'Iguala non plus. Et les néo-danseurs, les danseurs aztèques. On se demande un peu pourquoi, etc. Et je pense vraiment que c'est un mythe, pas un mythe, un rituel qui est en construction. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Et on le voit se faire depuis une quarantaine d'années. Et je pense que sa vie va encore continuer et va encore évoluer. Alors c'est assez fascinant. C'est en fait un faux, c'est totalement un faux, mais dans la pensée des villageois de Ixcateopan, du maire etc., dans la pensée des néo-danseurs aztèques, dans la pensée de tout le monde, c'est quelque chose qui fait totalement du sens. Alors, voilà l'histoire. Cuauhtémoc, qui est un personnage très, très peu connu, qui est encore un personnage qui a été reconstruit de toutes parts. Et donc, le dernier empereur aztèque, et tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'est fait dominer et prendre par les Cortés et ses hommes qui sont entrés en 1521 au Mexique. Par la suite, il aurait été torturé, il aurait été vaincu, il aurait été amené dans les territoires, dans les basses terres quelque part, et il a disparu. Est-ce que Alvarado l'a tué ou l'a pas tué? Toujours est-il qu'il a disparu et que, bon, à partir de là, le mythe commence à se construire. Alors, il y a des photos de lui, c'est un héros, il y a toute une histoire qui tourne autour de lui à partir de la conquête, presque. On a utilisé le mythe du dernier aztèque, puis là, on l'a mis à la sauce un peu hellénique et romaine, puis il y a des peintures, puis on le voit romantique, on le voit de toutes sortes de formes, et c'est un héros. Et c'est une forme d'identité qui est très forte. Bon, ça, c'est la première chose. Et à partir d'un certain moment, pour des raisons X, je ne sais pas qui a
eu cette idée, mais je pense que ça devait être dans l'histoire ou dans les rumeurs. On a dit que Cuauhtémoc était né à Ixcatéopan et qu'il était mort et qu'on avait rapporté ses ossements de wherever, de là d'où il venait, qu'on les avait rapportés à Ixcatéopan et qu'en fait, on devrait les chercher, puis on a commencé à chercher, puis à faire des fouilles, etc. Et en 1957, c'est pas d'hier, une archéologue qui s'appelle Eulalia Guzman a répondu à l'appel du maire qui avait fait des fouilles, ou je ne sais pas comment ça marche, etc., qui l'a fait venir, et qui a fait venir avec d'autres spécialistes, et elle a identifié ces ossements, puis elle était une archéologue reconnue, là. Elle les a identifiés comme étant les ossements de Cuauhtémoc. Totalement faux. Totalement faux. Bon. Mais, Cuauhtémoc est là. Cuauhtémoc est là, on va y faire une fête. Et là, on a commencé à faire de la publicité, puis à parler de ça, etc., etc. Puis ça a commencé très lentement. Et finalement, on a commencé à faire des fêtes entre le 25 février et le 28 février. On faisait des fêtes pour attirer les gens. Et au cours de ces fêtes, à un moment donné, et ça aussi, c'est plus récent quand même, je dirais probablement 20-25 ans, on invitait pas mal des gens et les néo-danseurs se sont pointés. Alors au début, les néo-danseurs faisaient comme n'importe où, c'est-à-dire qu'ils mettaient leurs habits avec leurs clochettes, puis ils dansaient, etc. Mais c'était, je veux dire, ça restait, disons, de l'ordre du... Et là, on a encore refait des fouilles. On a commencé à faire, dans une église, on a installé les os de ce soi-disant Cuauhtémoc. On a fait des offrandes. On a commencé à faire des trucs et des trucs et des trucs. Et moi, je me souviens qu'à Tasco, un jour, on m'avait dit est-ce que tu vas aller à la fête? J'ai dit quelle fête? Puis on me dit Cuauhtémoc, machin. Puis tu sais, j'ai dit il y a même des Indiens qui vont venir du Canada à cette fête-là. Je dis, oui. Et donc, je suis pas allée. Et en 2011 ou 12, j'étais à Tasco. Et là, on m'a encore dit, mais malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Mais donc, là, j'ai quand même commencé à regarder la chose plus sérieusement. Et c'était devenu un souk, pas compliqué, c'est-à-dire qu'entre le 25 et le 28, il y avait des gens, beaucoup de touristes qui allaient à Ixcatéopan. Il y avait des danseurs néo-indiens, mais il y avait aussi des danseurs de partout dans le monde, néo-danseurs ou pas néo-danseurs, qui venaient et qui, pendant jour et nuit, pendant 4-5 jours, faisaient donc des danses qui restaient des danses aztèques quand même. Mais les habits, il y avait sûrement des concours, on peut voir ça sur YouTube, il n'y a aucun problème, c'est assez impressionnant. Et ce qui m'a vraiment mis, je dirais, la cerise sur le sundae, parlons simplement, c'est que maintenant, non seulement il y a les danseurs aztèques, mais il y a les voladores. Alors, les voladores, c'est une autre pratique pré-hispanique, en fait, qui a été remise à jour, que l'on pratiquait beaucoup quand on allait au Veracruz, en particulier au site del Tajín, et qui maintenant, qu'on pratique assez souvent autour du Musée national d'anthropologie dans la ville de Mexico. Et donc, c'est un rituel dans lequel vous avez un immense poteau sur lequel va monter une personne plus 4 autres personnes. La personne, l'officiant, si vous voulez, va jouer de la flûte
Et les 4 autres personnages vont tranquillement, en tournant, descendre. Ça va faire 52 tours, 13 fois 4, enfin, ce que vous voulez, là, tous les chiffres qu'il faut pour le chiffre de l'année. Et donc, alors, cette pratique, maintenant, c'est devenu encore un autre élément. Alors, on est là dans une construction identitaire, on est en train d'élaborer un festival, ça devient quelque chose qui va prendre chaque année de l'empereur à partir d'un faux, à partir de rien du tout. Et je trouve que c'est un exemple de quelque chose qui sans doute se fait ou s'est fait dans d'autres circonstances et où on voit vraiment les acteurs et les événements et les raisons se tisser et se transformer. C'est vraiment beaucoup. On s'arrêtait là.